Mon père m'a giflé le jour de son anniversaire. Quelle camelote sans valeur m'as-tu donné, a-t-il crié. Je suis parti les larmes aux yeux. Je me suis enfui de la maison. La nuit, j'ai été poussé dans une voiture et enlevé. Je m'appelle Hilary. Bien que pendant la majeure partie de ma vie, on m'ait forcé à répondre au nom d'Allison. J'ai 21 ans. Maintenant, laissez-moi vous ramener à ce samedi matin, le jour où Gérald Talbot a eu 55 ans et le dernier jour que j'ai passé sous son toit. J'ai mis mon réveil à 5 heures ce matin-là, comme tous les samedis. Sauf que ce samedi était accompagné d'une liste manuscrite de 2 pages que Donna avait laissée sur le comptoir de la cuisine la veille au soir. Balayer le patio. Disposer les chaises pliantes, 32 d'entre elles, une pour chaque invité sur la liste de Gérald. Repasser la nappe. Couper les citrons en tranches. Laver à la main les plats de service de Pottery Barn parce que le lave-vaisselle laisse des traces. Leur maison se trouvait dans une impasse tranquille du comté de Henrico, en Virginie, une maison de style colonial de 4 chambres avec une pelouse manucurée que Gérald payait quelqu'un pour tondre, mais disait aux voisins que c'était moi qui le faisais. À l'intérieur, la table de la salle à manger était en chêne massif, pouvant accueillir 12 personnes, polies chaque semaine par mes soins. Sur le comptoir, 2 caisses de Cabernet de la Napa Valley et un gâteau à 3 étages d'une pâtisserie qui facturait plus cher pour le fondant que ce que je gagnais en une semaine. Ma chambre était en bas, pas le sous-sol aménagé, mais le placard de rangement à côté du chauffe-eau. Pas de fenêtre. Un matelas, une place que Gérald avait récupérée d'un tas d'ordures sur le trottoir quand j'avais 9 ans. Une couverture en laine qui sentait le carton humide, peu importe combien de fois je la lavais. La chambre de Megan était à l'étage. Lit queen size, écran plat, un miroir de coiffeuse entouré de ses ampoules hollywoodiennes. Elle avait 23 ans et vivait toujours à la maison. Sa carte de crédit était toujours liée au compte de Gérald. Elle n'avait toujours pas appris à faire bouillir un œuf parce que c'était mon rôle. J'avais passé 3 mois à économiser pour le cadeau de Gérald, un portefeuille en cuir, du vrai cuir, d'un grand magasin du centre-ville. 84 $, ce qui ne semble pas beaucoup, sauf si vous gagnez 11 $ de l'heure à récurer des plaques de cuisson dans un restaurant appelé Rosie's of Route 1. Je l'ai emballé dans du papier craft parce que je ne pouvais pas me permettre un sac cadeau. Je ne savais pas, debout dans cette cuisine à 5 heures du matin avec de la farine sur les mains, que ce portefeuille serait la dernière chose que je donnerais jamais à cet homme. Gérald est descendu à 10 heures. Polo Ralph Lauren, celui avec le grand logo de poney, bleu ciel, pantalon kaki aux plis vifs comme des lames de couteau, une eau de Cologne si épaisse qu'elle m'atteignait avant lui. Il a arpenté le patio comme un général inspectant ses troupes, a déplacé un bouquet de ballons de 15 cm vers la gauche, a fixé les tranches de citron que j'avais disposées sur la carafe d'eau et a dit sans me regarder, elles sont inégales. Recommence. Donna est apparue à midi, brushing impeccable, clous d'oreilles en perles, une robe en lin d'Anne Taylor qu'elle avait commandée en ligne et m'avait fait repasser à la vapeur. Elle a inspecté la cuisine, a passé un doigt sur le comptoir et a chuchoté quelque chose à Gérald que je n'étais pas censé entendre, mais que j'ai entendu. Elle ne t'a acheté qu'un truc bon marché. Prépare-toi. Megan est arrivée la dernière, bien sûr. Nouvelle robe, nouvelle mèche, nouveau talon claquant sur le sol que j'avais ciré à 6 heures du matin. Elle a tendu à Gérald une Apple Watch, la série 9, en acier inoxydable, celle qui se vend 700 $. Elle l'a débité sur la carte de crédit supplémentaire que Gérald lui avait donnée pour les urgences. Gérald l'a ouverte, a rayonné et lui a embrassé le front. Voilà ma fille, a-t-il dit aux premiers invités qui franchissaient la porte. Il avait son bras autour de Megan. Elle sait toujours ce que son vieux père aime. Il ne m'a pas regardé. Il ne le faisait jamais quand d'autres personnes regardaient. J'étais la fille qui portait les plateaux, remplissait les verres, essuyait les ronds de condensation sur la table basse avant qu'ils ne puissent marquer le bois. Quand l'une des invitées, une femme du bureau de Gérald, a demandé à Donna, Allison ne devrait-elle pas s'asseoir et manger avec nous? Donna a souri comme elle souriait toujours, chaleureuse comme une porte fermée, et a dit, oh, elle aime aider. C'est sa façon de montrer sa gratitude. Vous savez comment c'est avec les enfants adoptés. J'ai continué à porter des plateaux. C'est arrivé pendant l'ouverture des cadeaux. Gérald était assis en bout de table comme sur un trône. 30 invités disposés autour de lui. Voisins, amis de l'église, quelques collègues de l'agence d'assurance qu'il dirigeait. Des flûtes de champagne captant la lumière des guirlandes du patio.
Megan, perchée sur l'accoudoir de son fauteuil, filmait avec son iPhone. Donna se tenait derrière lui, une main sur son épaule, rayonnant l'image d'une femme qui avait tout sous contrôle. Je me suis avancé avec le paquet en papier craft. J'avais écrit sur le devant, de ma plus belle écriture, « Joyeux anniversaire, Allison ». Gérald l'a pris, l'a soupesé dans sa main. Je me souviens avoir pensé qu'il pourrait réellement sourire. Il souriait parfois quand personne ne pouvait l'accuser de devenir tendre. Mais ensuite, il a déchiré le papier, a sorti le portefeuille, l'a ouvert, l'a refermé et l'a brandi comme une pièce à conviction. « Quelle camelote sans valeur tu m'as donné ?» Sa voix a tranché le brouhaha. La conversation s'est arrêtée. Les fourchettes se sont figées en l'air. Quelqu'un a posé un verre avec trop de précaution. J'ai commencé à expliquer. J'ai économisé pendant 3 mois. 3 mois et c'est tout ce que tu as trouvé. Il s'est levé. La chaise a raclé la dalle de pierre. Même le chien a de meilleures friandises. Et puis il m'a frappé. La paume ouverte, en plein sur le côté gauche de mon visage. Le son a été sec et mat, le genre de son qui n'a pas d'écho parce qu'il n'en a pas besoin. Ma tête a été projetée sur le côté. Une flûte de champagne est tombée de la table et s'est brisée sur le sol du patio. Et pendant une seconde, c'était le seul son au monde. Personne n'a bougé. Donna a baissé les yeux sur son assiette. Un homme du bureau de Gérald a étudié sa serviette. Megan s'est mordu la lèvre et a continué de filmer. Une personne s'est levée. Ruth Kessler, la voisine, 70 ans et 1,50 m, Gérald, s'était déplacé. Reste en dehors des affaires de ma famille. Ruth s'est rassise, mais elle n'a pas détourné le regard de moi, et je ne l'ai jamais oublié. Je suis resté là, avec un goût de cuivre sur la langue et un portefeuille par terre entre nous, et j'ai pensé, cette gifle sera la meilleure preuve dont les avocats auront besoin. Je ne comprenais pas encore cette pensée. Je ne la comprendrai que des heures plus tard, mais quelque chose en moi avait déjà commencé à compter. Je ne suis pas retourné à la fête. Je suis allé dans le placard de rangement, j'ai décroché le sac à dos Jean Sport du clou sur le mur, bleu marine délavé, effiloché à la fermeture éclair, la seule chose qui m'avait suivi depuis le lycée, et j'ai emballé ce que j'ai pu. 2 chemises, un jean sans trou, une brosse à dents, un chargeur de téléphone, l'enveloppe que j'avais trouvée au fond d'une boîte que Gérald avait jetée au printemps dernier, celle avec un logo de l'État que je ne comprenais pas encore, et, sortie d'une boîte à chaussures sous mon matelas. 340 $ en espèces, principalement des billets de 1 et 5 $, l'argent des pourboires de Rosies que j'avais caché parce que Gérald vérifiait mon compte en banque. 340 $, un sac à dos, une Ekimos qui virait déjà au violet sur ma pommette. C'était tout ce que je possédais en ce monde. J'ai traversé le salon en sortant. La fête avait repris. Gérald riait de quelque chose que quelqu'un avait dit. Le champagne à la main, le portefeuille nulle part en vue. Megan montrait quelque chose sur son téléphone aux invités, probablement la vidéo. Donna se tenait à la fenêtre et m'a regardé traverser la pelouse. Elle a attrapé le rideau et l'a tiré. Personne n'a crié mon nom. Dehors, l'air d'octobre m'a frappé le visage, et la brûlure sur ma joue a flambé comme une seconde gifle. Le comté de Henrico à 21 h est sombre. Pas le sombre d'une ville, où il y a toujours une épicerie éclairée au coin de la rue suivante, mais le sombre de la banlieue, où les lampadaires sont espacés et le silence entre les maisons semble délibéré. J'ai marché le long de Patterson Avenue, sans destination, juste pour m'éloigner. Derrière moi, la musique de la fête s'est faite de plus en plus faible jusqu'à n'être plus que des notes de basse, puis plus rien du tout. J'avais parcouru peut-être 3 kilomètres quand des phares ont ralenti derrière moi. Une Cadillac Escalade noire, propre, vitres teintées, plaque de Virginie. Elle s'est arrêtée à 3 mètres devant moi. La portière arrière s'est ouverte et j'aurais dû courir. Chaque instinct me disait de courir. Mais j'étais déjà si fatigué de fuir les choses. J'ai pensé que, pour une fois, je verrais ce qui courait vers moi. Un homme est sorti le premier. La cinquantaine, grand, mince, portant un caban anthracite que j'apprendrai plus tard être de Brooks Brothers. Pas accent grave-l'œil, juste le genre de manteau qui semble avoir été fait sur mesure. Ses cheveux étaient châtains foncés parsemés d'argent. Et ses yeux, noisettes verts, bien écartés, captant la lumière du lampadaire, étaient exactement les mêmes yeux que je voyais dans le miroir de ma salle de bain chaque matin.
Derrière lui, une femme, plus petite, rousse, aux traits vifs, portant un porte-document en cuir comme si elle venait de quitter un tribunal. Elle gardait ses distances, professionnelle, vigilante. Les mains de l'homme tremblaient. Je pouvais le voir même dans le noir. « Je suis désolé de vous effrayer », a-t-il dit. Sa voix s'est brisée sur le deuxième mot. « Je m'appelle Richard Whitford et je crois être votre père biologique. » J'ai fait un pas en arrière. Mes épaules ont heurté un poteau de boîte aux lettres. Ce n'est pas possible. Mes parents biologiques ne voulaient pas de moi. C'est ce qu'on m'a dit. On vous a mal raconté. Il a mis la main dans la poche intérieure de son manteau et a sorti une photographie. Petite, cornée au coin, clairement manipulée des milliers de fois. Une femme tenant un bambin. La femme avait des cheveux au burn et des pommettes comme les miennes, et un sourire qui penchait légèrement vers la gauche. Le bambin avait des yeux noisettes verts. Elle s'appelait Catherine, a-t-il dit. C'était votre mère. Elle est morte dans un accident de voiture quand vous aviez 2 ans, et j'ai passé chaque jour depuis à essayer de vous retrouver. J'ai regardé la photographie, puis lui, puis de nouveau la photographie, parce que la femme dessus avait la même bouche que moi, la même inclinaison de la tête, et la regarder, c'était comme trouver un mot que l'on a cherché toute sa vie. La femme rousse a parlé. Je m'appelle Margaret Hay. Je suis l'avocate de Monsieur Whitford, spécialisée en droit de la famille. Nous ne sommes pas ici pour vous emmener où que ce soit contre votre gré. Nous suivons votre situation par des voies légales depuis plusieurs mois. Ce soir, lorsque nos enquêteurs vous ont vu quitter la maison, nous avons pris la décision de vous approcher. Vous surveillez la maison? Margaret a hoché la tête. La fête d'anniversaire, de nombreux invités. C'était l'occasion la plus sûre de confirmer votre identité visuellement. Elle a fait une pause. Nous vous avons aussi vu courir. J'ai touché ma joue sans réfléchir. L'ecchymose pulsait sous mes doigts. Richard Whitford a regardé la marque sur mon visage et quelque chose s'est brisé tout doucement derrière ses yeux. Nous nous sommes assis à l'arrière de l'escalade. Richard d'un côté, moi de l'autre, Margaret sur le siège passager avant avec son porte-document ouvert. Le moteur tournait, le chauffage était bas. C'était la première fois que j'avais chaud de la nuit. Richard m'a raconté l'histoire comme un homme qui l'avait répété pendant 18 ans et n'était toujours pas prêt. Catherine est morte sur LI 64 en direction de l'Est, un mardi matin de mars. Un camion de livraison a traversé le terre-plein central. Elle a été tuée sur le coup. Richard était sur le siège passager. Bassin fracturé, poumon affaissé. 4 mois à l'hôpital. Hilary, moi, était à la maison avec une voisine. Pendant que j'étais aux soins intensifs, a-t-il dit, les services de protection de l'enfance vous ont placé en famille d'accueil d'urgence. Procédure standard quand il n'y a pas de parents disponibles. Je comprenais ça. Ce que je ne comprenais pas, c'était pourquoi. Quand je suis sorti de l'hôpital et que j'ai fait les démarches pour vous ramener à la maison, ils m'ont dit que je ne pouvais pas. Un travailleur social nommé Léonard Grubb s'occupait du dossier. Grubb a dit au tribunal de la famille que Richard avait signé une renonciation volontaire aux droits parentaux, un document légal abandonnant la garde de manière permanente. Grubb a présenté au tribunal un formulaire signé. Le juge a approuvé l'adoption. Je n'ai jamais rien signé, a dit Richard. J'étais sous ventilateur. Je ne pouvais pas tenir un stylo, encore moins lire un document légal. Mais le tribunal avait un bout de papier avec mon nom dessus, et ça a suffi. Le temps que Richard engage un avocat et conteste la décision, il était trop tard. L'adoption avait été finalisée. Le dossier était scellé. Sa fille avait un nouveau nom, une nouvelle famille, une nouvelle vie quelque part en Virginie qu'il n'avait pas le droit de connaître. Alors j'ai engagé des enquêteurs, a-t-il dit. Année après année, j'ai dépensé. Peu importe ce que j'ai dépensé, j'aurais tout dépensé. Sa voix n'a pas vacillé quand il a parlé d'argent. Elle a vacillé quand il a dit le mot « tout ». Léonard Grubb, ai-je dit. Combien l'ont-ils payé? Richard a regardé Margaret. Margaret a fermé son porte-document et a dit « C'est ce que nous avons l'intention de prouver au tribunal ». Le SUV était toujours garé sur Patterson Avenue, les feux de détresse clignotant en ambre dans l'obscurité. J'étais assise avec mon sac à dos sur les genoux, agrippant les bretelles comme une enfant le premier jour d'école, et je leur ai parlé de l'enveloppe.
Au printemps dernier, Gérald avait décidé que Megan avait besoin d'un studio de yoga dans la maison. Cela signifiait vider le placard de rangement, ma chambre, et déménager mes affaires dans un coin encore plus petit près de la chaudière. Il a jeté la plupart de mes affaires dans un sac poubelle et l'a mis sur le trottoir. J'ai fouillé le sac avant le passage du camion poubelle parce que c'est ce que l'on apprend à faire quand rien de ce que l'on possède n'est en sécurité. On vérifie et on sauve ce que l'on peut. Au fond d'une boîte en carton endommagée par l'eau, sous de vieux bulletins scolaires et un sac Ziploc de vêtements de bébé, j'ai trouvé une enveloppe en papier craft, d'apparence officielle. L'adresse de l'expéditeur portait un sceau et les mots « Département des services sociaux de Virginie ». À l'intérieur se trouvait un seul document, partiellement expurgé, avec l'entête, titre 4 aide à l'adoption, résumé des versements mensuels, et en haut, tapé dans une police gouvernementale simple, Alison G. Talbot. Je ne savais pas ce qu'était le titre 4. Je ne savais pas ce que signifiait un résumé des versements. Mais je savais que mon nom était sur un document gouvernemental que Gérald ne m'avait jamais montré. Alors je l'ai plié et mis dans mon sac à dos. Je le portais depuis 6 mois sans comprendre pourquoi. Je l'ai sorti maintenant et l'ai tendu à Margaret. Elle l'a déplié sous le plafonnier et j'ai vu son expression changer. Pas de façon spectaculaire, mais comme le visage d'un joueur de poker change quand la dernière carte est retournée. C'est le dossier de la subvention d'adoption, a-t-elle dit. L'État de Virginie a versé à Gérald et Donna Talbot environ $810 par mois pour vos soins et votre entretien pendant 18 ans. Elle m'a regardé. Cela représente environ $175 000. Quelle part de cette somme avez-vous jamais vue? J'ai pensé au matelas du trottoir, à la couverture qui sentait le carton, au placard sans fenêtre. Rien, ai-je dit. Richard a tourné son visage vers la fenêtre, et dans le reflet de la vitre, je pouvais le voir serrer la mâchoire si fort que le muscle tressaillait. Toutes ces années, ai-je dit à moitié pour moi-même, il m'a appelé un fardeau. Mais je n'étais pas un fardeau. J'étais un chèque. Margaret nous a conduits à un Hilton près de Broad Street. Pas la maison des Talbot, pas un refuge, juste un endroit propre, calme et sûr. Richard nous a enregistrés sous son nom. Chambre séparée, porte communicante, et la première chose que j'ai faite a été de me tenir au milieu de la mienne sans savoir quoi faire. Le lit avait des draps blancs qui sentaient la lessive et non le moisi. Il y avait une fenêtre. J'ai ouvert les rideaux et j'ai juste regardé les lumières du parking pendant un long moment, parce que regarder par une fenêtre depuis ma propre chambre était quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Pendant que j'étais là, les souvenirs sont revenus par couches, comme l'eau qui monte, régulière et froide. J'ai commencé à préparer les repas de la famille quand j'avais 10 ans. Gérald disait que c'était pour m'apprendre la responsabilité. À 12 ans, je faisais toute la lessive, toute la vaisselle, toutes les courses à pied parce que Gérald ne voulait pas me conduire. Megan a eu une Toyota Camry pour ses 16 ans. J'ai eu un abonnement de bus qui a expiré après un mois parce que personne ne l'a renouvelé. Alors je marchais 1h30 jusqu'à Rosies pour mes services. Gérald ne m'a jamais laissé garder mes propres documents. Pas de certificat de naissance, pas de carte de sécurité sociale, pas de carte d'identité de l'État. Quand j'ai demandé un permis de conduire à 17 ans, il a dit « Pourquoi faire ? Tu n'as nulle part où aller. » À l'époque, je pensais qu'il avait raison. Maintenant, je comprenais qu'il l'avait conçu ainsi. Je n'arrêtais pas de penser, pourquoi Gérald m'a-t-il gardé toutes ces années s'il me méprisait? Pourquoi ne m'a-t-il pas simplement renvoyé dans le système? Si j'étais si sans valeur, pourquoi s'accrocher? Maintenant j'avais la réponse. $810 par mois. Voilà pourquoi. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui vous détestait mais refusait de vous laisser partir? Quelqu'un qui vous faisait sentir comme une ordure mais s'accrochait à vous comme si vous étiez de l'or? Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, car je pense que vous savez déjà à quoi ressemble ce calcul. La voix de Donna résonnait dans ma tête comme elle l'avait toujours fait. Douce et piquante comme du jus de citron sur une coupure. Gratitude, Alison. C'est tout ce que nous t'avons jamais demandé. Est-ce vraiment si difficile? Non, Donna. Ce qui était difficile, c'était de réaliser que j'avais été reconnaissante envers des gens qui me volaient. Laissez-moi revenir 2 semaines avant la fête, avant la gifle, avant tout ça. Parce que la vérité, c'est que Gérald m'avait déjà montré qui il était. Je n'avais juste pas encore le vocabulaire pour le dire. C'était un mardi soir.
Gérald m'a appelé dans son bureau à domicile, la pièce où personne n'entrait sans permission. Bureau en acajou, fauteuil club en cuir, une étagère de livres reliés qu'il n'avait jamais lus, rangés par couleur. Il était assis derrière le bureau comme un juge, un dossier en papier craft ouvert devant lui. « Assieds-toi » a-t-il dit. « Pas, prends un siège. »« Assieds-toi. » Il a poussé un document sur le bureau. 10, peut-être 12 pages, texte dense, une languette de signature bleue dépassant en bas. « C'est un accord volontaire » a-t-il dit. Il stipule que tu choisis de rester sous ma tutelle parce que tu n'es pas préparé financièrement ou émotionnellement à vivre de manière indépendante. Signe. Je l'ai pris. La plupart du langage était impénétrable, attendu que la dépendante reconnaît que la vie indépendante présente des risques financiers et psychologiques excessifs. Mais une clause à la page 4, je l'ai parfaitement comprise. L'accord autorisait Gérald à continuer de gérer toutes les prestations étatiques et fédérales associées aux soins de la dépendante. Il voulait que je lui cède à nouveau ma propre subvention, cette fois volontairement, avec ma signature d'adulte, pour qu'il puisse continuer à la percevoir même après que j'ai dépassé l'âge limite du système. « Pourquoi dois-je signer ça ?» ai-je demandé. L'expression de Gérald n'a pas changé. « Parce que sans cette famille, tu es à la rue. Tu n'as pas de diplôme. Tu n'as pas d'économie. Tu n'as même pas de carte d'identité. Alors tu vas signer ça, et tu vas le signer avant mon anniversaire. Considère ça comme ton cadeau pour moi. » Je n'ai pas signé. J'ai demandé plus de temps. Gérald n'a rien dit. Il a juste fermé le dossier et l'a replacé dans le tiroir du bureau. Lentement, comme on met un pistolet chargé dans un coffre-fort. C'est pour ça qu'il m'a frappé à la fête. Ce n'était pas à cause du portefeuille. Ça n'a jamais été à cause du portefeuille. C'était parce que je lui avais dit non pour la première fois en 18 ans, et il ne pouvait pas le supporter. De retour à Lilton le lendemain matin. Je me suis réveillé à 5 heures par habitude, le cœur battant, parcourant déjà la liste des corvées dans ma tête avant de me souvenir. Il n'y avait pas de liste. Il y avait juste une chambre d'hôtel avec des draps blancs et une fenêtre pleine d'un ciel d'octobre gris. On a frappé à la porte communicante. Richard, déjà habillé, tenant 2 tasses de café du hall. Il en a posé une sur le bureau et s'est assis sur la chaise de l'autre côté de la pièce. Ni près, ni loin, juste présent. Comme s'il avait peur que si je bougeais trop vite, je disparaisse à nouveau. Margaret est arrivée à 8 heures avec une housse à vêtements. À l'intérieur, un jean neuf et un pull en cachemire couleur crème, encore étiqueté. Quelque chose de propre à porter, a-t-elle dit, pratique comme toujours. Je les ai pris, je suis allé dans la salle de bain, je les ai enfilés et je me suis regardé dans le miroir pendant un long moment. C'était la première fois de ma vie que je portais quelque chose que personne d'autre n'avait porté avant. Quand je suis sorti, les yeux de Richard sont devenus rouges sur les bords, mais il n'a pas pleuré. Il a juste hoché la tête et a dit, Catherine avait ce même regard, comme si elle décidait de faire confiance ou non au miroir. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai dit ce que je pensais depuis la veille. J'ai besoin d'une preuve. Pas la photo, pas l'histoire. J'ai besoin d'un test ADN. Si vous êtes qui vous dites être, la science le confirmera. Et si ce n'est pas le cas, j'ai besoin de le savoir aussi. Richard n'a pas bronché. Bien sûr. Margaret a déjà trouvé un laboratoire accrédité à ABB à Richmond. Nous pouvons y aller aujourd'hui. Aucune hésitation, aucune offense, aucune culpabilisation. Juste, bien sûr. J'avais passé 21 ans dans une maison où poser une question était traité comme une attaque personnelle. Et voilà un homme qui répondait comme si les questions étaient la chose la plus naturelle du monde. J'ai passé toute ma vie à faire ce qu'on me disait, ai-je dit. Si je dois vous faire confiance, ce sera parce que je l'ai choisi, pas parce que je n'avais nulle part où aller. Richard a posé son café. C'est exactement comme ça que ça devrait être. Le laboratoire était un bâtiment bas en briques près de Kerry Street, propre, clinique, fluorescent. Une technicienne en blouse a frotté l'intérieur de ma joue. Puis celle de Richard. Elle a étiqueté les flacons et nous a dit que les résultats prendraient 3 à 5 jours ouvrables. 5 jours. J'avais attendu 21 ans pour savoir qui j'étais. 5 de plus, c'était comme retenir sa respiration sous l'eau. Pendant que nous attendions, Richard a apporté des choses à l'hôtel. Pas des cadeaux,
pas comme Gérald donnait des cadeaux, comme des transactions avec des conditions, mais des morceaux de vie. Un album de photographies. Catherine enceinte, riant sur une balançoire de Porsche, une main sur son ventre. Catherine tenant un nouveau-né avec un bonnet rose. Richard, Catherine et le bébé devant un bungalow en briques dans le quartier du Fan à Richmond, avec une porte rouge. Le bébé avait déjà des yeux noisettes verts. C'est la maison où tu es arrivé, a dit Richard. Je la possède toujours. Je n'ai pas pu me résoudre à la vendre. J'ai étudié chaque photographie comme si c'était un document que je devais mémoriser pour un examen. Le visage de ma mère, ses mains, sa façon de se tenir, légèrement penchée, le poids sur son pied gauche, de la même manière que je me tiens quand je n'y pense pas. Elle est belle, ai-je dit. Tu lui ressembles exactement, a-t-il dit. Surtout les yeux. Le 5e jour, Margaret a appelé. J'étais assise sur le lit de l'hôtel avec l'album ouvert sur une photo de Catherine soufflant des bougies d'anniversaire quand mon téléphone a sonné. Probabilité de paternité de 99,998%, a dit Margaret. C'est confirmé. Richard Whitford est votre père biologique. Je n'ai rien dit pendant un moment. J'ai juste tenu le téléphone, regardé la photographie et senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Pas se briser, pas voler en éclats, mais s'ouvrir, comme une porte s'ouvre quand quelqu'un tourne enfin la poignée de l'autre côté. 99,998%. Un nombre. Mais pour moi, c'était la première preuve en 21 ans que je n'étais pas un accident dont personne ne voulait. La voix de Margaret est revenue sur la ligne, stable et précise. Maintenant, nous en avons assez. La prochaine étape est le tribunal de la famille. Voici ce que j'ai appris plus tard. Des dossiers du tribunal, du témoignage de Ruth Kesley, des SMS que Donna finirait par remettre à Margaret. Le lendemain matin de la fête, Gérald a appelé la police du comté de Henrico et a signalé ma disparition. Pas parce qu'il était inquiet, mais parce qu'il était calculateur. L'officier qui a répondu a vérifié mes informations et a dit à Gérald ce qu'il ne voulait pas entendre. J'avais 21 ans, une adulte légale. Si j'étais parti volontairement, il n'y avait pas de cas de personne disparue à ouvrir. Elle n'est pas partie volontairement, a dit Gérald à l'officier. Elle est mentalement inapte. Elle peut à peine fonctionner sans supervision. L'officier a demandé si Gérald avait des documents pour le prouver, un diagnostic, une ordonnance de tutelle, quoi que ce soit de légal. Gérald n'en avait pas, parce que je n'étais pas mentalement inapte. J'étais juste contrôlé. Cette nuit-là, selon les SMS de Donna, ce qu'elle remettrait plus tard comme preuve. Gérald a fait les 100 pas dans le salon pendant 3 heures. Donna était assise sur le canapé et tapait ce qu'il dictait. Gérald, si cette fille parle à quelqu'un, aux services sociaux, à un avocat, à n'importe qui, on est foutu. Trouve le dossier d'adoption. Tout. Les originaux. Donna, tu as dit qu'elle ne savait rien. Gérald, elle ne sait rien. Mais si quelqu'un lui montre où chercher. Il savait. Il avait toujours su. La signature falsifiée, le travailleur social soudoyé, la subvention qu'il percevait depuis 18 ans pour une enfant qu'il traitait comme une employée. Gérald portait tout ça dans sa tête comme certains hommes portent une dette. Constamment conscient, gérant constamment, sans jamais considérer que toute la structure pourrait s'effondrer. Gérald n'avait pas peur de me perdre. Il avait peur de ce que je découvrirais une fois libre. Il ne savait pas que l'homme dont il aurait dû avoir peur, l'homme qui avait passé 18 ans et les honoraires d'un détective privé à chercher sa fille, était assis dans un Hilton à 20 minutes de là, en train d'assembler un dossier de 8 cm d'épaisseur. Margaret a étalé les documents sur le bureau de l'hôtel comme un chirurgien disposant ses instruments. C'était la 2e fois que je voyais les preuves, mais cette fois, elles avaient du mordant. Regardez ça, a-t-elle dit, en glissant une photocopie vers moi. C'était la renonciation volontaire aux droits parentaux, datée d'octobre 2005. En bas, une signature, Richard R. Whitford. Nette, délibérée, légèrement penchée vers l'avant. Puis elle a placé une 2e feuille à côté, un rapport certifié d'un expert en écriture et documents, le docteur et la marche, qui avait comparé la signature sur le formulaire de renonciation à 12 exemples connus de l'écriture de Richard, déclaration d'impôt, demande de prêt hypothécaire. Contrats commerciaux sur 20 ans. La pression du stylo est incohérente, a dit Margaret en montrant du doigt.
La formation des lettres dans le nom de famille ne correspond à aucun des exemples. La conclusion du docteur Marsh, et je cite, est que « la signature a été produite par une main autre que celle de Richard à Whitford avec un haut degré de certitude. » Elle a laissé cela s'installer. Puis elle a sorti un troisième document du dossier, un relevé bancaire, un compte courant personnel appartenant à Leonard Grubb, le travailleur social qui avait traité mon cas. Le 14 octobre 2005, 6 jours avant la finalisation de l'adoption, un dépôt de $5 000 est apparu. La source, un virement du compte personnel de Gerald R. Talbot. Pas par l'Église, a dit Margaret. Pas par une œuvre de charité. De compte à compte. Une semaine avant l'approbation de l'adoption. J'ai fixé les chiffres. $5 000. C'est ce que toute mon identité avait coûté. Mon nom, mon père, mon enfance. Échangé contre le prix d'une voiture d'occasion. Richard était assis de l'autre côté de la pièce, les bras croisés, la mâchoire serrée. Il avait déjà vu ces documents, mais me voir les voir, c'était autre chose. Je le savais à sa façon de respirer, courte et prudente, comme un homme essayant de ne pas casser quelque chose en le tenant trop fort. Alors l'adoption peut être annulée, ai-je demandé. Margaret a fermé le dossier. Selon la loi de Virginie, une adoption obtenue par fraude, y compris un consentement falsifié, peut être déclarée nulle. Oui, elle peut être annulée. 2 jours avant la date du tribunal, une lettre est arrivée à la réception de Lilton, adressée à moi, Alison Talbot, pas Hilary Whitford, parce que Gerald refusait toujours de croire que j'avais un autre nom. À l'intérieur, une seule page sur papier en tête de l'agence d'assurance de Gerald, manuscrite, et une photographie. Moi à 3 ans, assise sur les genoux de Gerald dans le salon de la maison de l'impasse, portant une robe rose dont je ne me souviens pas. Il souriait. Je souriais. On aurait dit une famille. La lettre disait, Alison, je ne sais pas qui est cet homme ni ce qu'il t'a dit, mais il n'est pas ton père. C'est un étranger qui exploite une jeune femme confuse. Nous sommes ta famille. Nous avons été ta famille pendant 18 ans. Rentre à la maison. Nous pouvons arranger ça. Je te pardonne d'être parti. Papa. Je l'ai lu 3 fois. Le mot « pardonne » m'a frappé différemment à chaque fois. D'abord comme une porte qui s'ouvre, puis comme une serrure qui se ferme, puis comme une main qui me saisit le poignet. Il me pardonnait d'être parti après m'avoir frappé. Je me suis assise sur le bord du lit de l'hôtel et j'ai senti la pièce tanguer. 18 ans de conditionnement ne s'arrête pas parce qu'un test ADN dit 99,998%. Quelque part en moi, une voix que je portais depuis l'enfance murmurait, « Et si Gerald avait raison? Et si tout ça n'était qu'un piège? Et si Richard voulait juste quelque chose de toi, lui aussi ?» J'ai regardé Richard, qui lisait sur la chaise près de la fenêtre, et j'ai dit, « Comment savoir que vous n'êtes pas comme lui? Comment savoir que vous n'allez pas juste m'utiliser pour autre chose ?» Il a posé le livre. Il n'avait pas l'air blessé. Il avait l'air d'un homme qui comprenait exactement pourquoi je posais la question. « Vous ne le savez pas ?» a-t-il dit. « Pas encore. Et je ne vais pas essayer de vous convaincre avec des mots. Parce que les mots ne coûtent rien. L'ADN ne ment pas. Les documents ne mentent pas. Et le tribunal décidera de ce qui est vrai. Tout ce que je demande, c'est que vous laissiez les preuves parler. » Il a repris son livre et s'est remis à lire. Et ça, le fait de ne pas insister, de me laisser de l'espace, c'est ce qui m'a le plus effrayé, parce que c'était si différent de tout ce que je connaissais. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Alors j'ai fait ce que je faisais toujours quand le monde n'avait plus de sens. J'ai regardé les preuves. J'ai pris l'enveloppe du titre 4 de mon sac à dos et je l'ai posée sur le bureau à côté de la lettre de Gerald. 2 documents. Un de l'État de Virginie confirmant que Gerald recevait $810 par mois pour s'occuper de moi. Un de Gerald prétendant qu'il était ma famille. Si Gerald m'aimait, pourquoi dormais-je dans un placard de rangement? Si Gerald m'aimait, pourquoi n'avais-je pas de certificat de naissance, de carte de sécurité sociale, pas une seule pièce d'identité à mon nom? Si Gerald m'aimait, pourquoi la prolongation de tutelle qu'il avait essayé de me faire signer était-elle conçue pour maintenir le flux de la subvention, et non pour me protéger? La réponse était dans les chiffres. Elle avait toujours été dans les chiffres. Gerald ne m'aimait pas. Gerald me facturait. J'ai appelé Margaret à 23 heures.
Elle a décroché à la deuxième sonnerie, ce qui m'a dit qu'elle s'attendait à cet appel. Je vais au tribunal, ai-je dit. Pas parce que je fais confiance à Richard. Pas entièrement, pas encore. Mais parce que je mérite de connaître la vérité. J'ai mérité ça. C'est tout ce dont nous avons besoin, a-t-elle dit. Le lendemain après-midi, Derek Simons est venu à l'hôtel. La quarantaine, mâchoire carrée, sérieux, un travailleur social du département des services sociaux de Virginie, chargé d'examiner la requête de Richard. Il m'a posé des questions sur mes conditions de vie en grandissant. Je lui ai parlé du placard, des corvées, des documents manquants, de l'isolement. Il a tout noté dans un petit carnet. Et quand j'ai fini, il n'a pas dit « je suis désolé » ou « ça a dû être dur ». Il a dit « ce que vous décrivez, si c'est corroboré par les dossiers, constitue de la négligence, et la composante financière constitue une exploitation des fonds d'aide à l'adoption. » Puis il m'a regardé et a ajouté plus doucement « il ne s'agit pas seulement du fait que votre adoption soit frauduleuse, mademoiselle Whitford. Il s'agit d'un système qui était censé vous protéger et qui ne l'a pas fait. Je ne choisis pas Richard plutôt que Gérald, me suis-je dit en voyant Derek partir. Je choisis la vérité plutôt que le mensonge dans lequel j'ai vécu. Je n'ai pas assisté directement à cette partie. Elle est apparue plus tard, morceau par morceau, à travers le témoignage de Donna et les SMS qu'elle a remis. Mais je vais la raconter telle qu'elle s'est produite, parce que vous devez comprendre qui Gérald pensait affronter en entrant dans cette salle d'audience. La veille de l'audience, Gérald était assis à la table de la salle à manger, la même table en chêne que j'avais polie chaque semaine pendant 18 ans, et répétait son témoignage avec son avocat. Pas un avocat du calibre de Margaret, un généraliste d'un bureau dans un centre commercial qui facturait à la demi-heure et n'avait jamais traité une affaire de fraude à l'adoption de sa vie. J'ai tous les papiers, a dit Gérald. Signé, scellé, tamponné par le tribunal. Je suis membre de la First Baptist depuis 22 ans. J'entraîne la petite ligue. Tout le monde dans cette communauté sait qui je suis. Donna, assise en face de lui, s'est risquée à une question. Et l'enveloppe de la subvention? Et s'il pose des questions sur l'argent? Gérald n'a pas levé les yeux. Personne n'audite ça. Tout va bien. Megan est passée en allant à la cuisine et a demandé, la voix ennuyée, sans curiosité, la voix de quelqu'un dont le plus gros problème était une connexion Wi-Fi lente, si Allison ne revient pas, je peux transformer sa chambre en dressing. Gérald ne lui a pas répondu non plus. Il rédigeait déjà sa déclaration liminaire dans sa tête, celle où il se tiendrait devant un juge et expliquerait quel homme généreux et craignant Dieu il était d'avoir recueilli une enfant que personne d'autre ne voulait. Il ne savait pas que le juge regarderait un dossier de 8 cm d'épaisseur de signatures falsifiées, de registres de pots de vin et d'un rapport d'expert judiciaire. Il ne savait pas que la fille qu'il avait élevée pour être silencieuse avait enfin trouvé sa voie. Il ne savait pas que l'homme assis de l'autre côté de l'allée serait le père dont quelqu'un avait falsifié le nom 18 ans plus tôt. Gérald est entré dans cette salle d'audience comme un homme qui n'avait jamais perdu. Il était sur le point d'apprendre à quoi ressemblait la défaite. Le matin de l'audience, Margaret a transformé la salle de conférence de l'hôtel en salle de guerre. Elle avait réservé une table pour 6 et l'avait couverte de 5 piles de documents, chacune marquée d'onglets colorés. J'étais assise à une extrémité avec une tasse de café qui refroidissait dans mes mains, et elle m'a expliqué le dossier comme un général explique un plan de bataille. Calme, précise, ne laissant rien au hasard. Pile 1, a-t-elle dit en tapotant la première pile. Résultat ADN. Laboratoire accrédité à ABB, chaîne de possession documentée. Probabilité de 99,998%. Irréfutable. Pile 2. L'analyse graphologique du docteur Hélène Marsh. La signature sur le formulaire de renonciation n'est pas celle de Richard. Son rapport fait 46 pages, mais la conclusion est une seule phrase. Pile 3. Dossier financier obtenu par notre requête auprès du département des services sociaux de Virginie. Gérald et Donna Talbey ont reçu $810 par mois au titre de l'aide à l'adoption titre 4 pendant environ 216 mois. Total, $174 960. L'évaluation de Derek Simons confirme que les fonds n'ont pas été utilisés pour votre bien-être. Pile 4. Le rapport complet de Derek. Constatation de négligence d'enfant. Aucun dossier médical après l'âge de 14 ans. Aucun document d'identité en votre possession. Conditions de vie incompatibles avec l'objectif de l'aide à l'adoption. Pile 5.
Elle a fait une pause. Une déclaration sous serment de Ruth Kessler, votre ancienne voisine. Elle a accepté de témoigner qu'elle a été témoin de schémas continus de traitement inégal et qu'elle a personnellement observé Gérald vous frapper à la fête d'anniversaire. Ruth, 70 ans, 1,50 m, la seule personne dans ce jardin qui s'était levée. Je ne lui avais pas parlé depuis cette nuit-là, mais elle avait parlé à Margaret, et elle n'avait pas hésité. Est-ce que je dois dire quelque chose au tribunal, ai-je demandé. Margaret m'a regardé. Seulement si vous le voulez. Les documents parlent d'eux-mêmes. Richard, assis à l'autre bout de la table, n'avait pas dit un mot pendant tout le briefing. Maintenant, il a parlé une seule fois. Quoi qu'il arrive là-dedans, tu as déjà gagné. Tu es libre. J'ai regardé les 5 piles sur la table. Une vie de mensonges démantelée en dossier à onglet. Et j'ai pensé, non, je n'ai pas encore gagné. Mais je suis sur le point de le faire. Richard m'a emmené chez Banana Republic cet après-midi-là, non pas parce que les vêtements comptaient, mais parce qu'il a dit, tu devrais entrer dans cette pièce en ayant l'air exactement de qui tu es. Quelqu'un qui mérite d'être entendu. J'ai essayé un blazer marine, un chemisier en soie blanche, un pantalon de ville anthracite, je me suis tenu devant le miroir de la cabine d'essayage et j'ai fixé la personne qui me regardait. Elle avait les épaules droites, les yeux clairs et ressemblait à quelqu'un qui pourrait s'asseoir à une table de conférence, pas y porter des plateaux. Ta mère faisait ça, a dit Richard quand je suis sorti. Il était appuyé contre le mur à l'extérieur des cabines, les mains dans les poches de son manteau. Elle se tenait devant le miroir pendant un long moment, puis elle se souriait. Juste un peu, comme si elle avait réglé quelque chose. Je n'avais pas souri, mais je comprenais ce qu'il voulait dire. Quelque chose était en train de se régler. Sur le chemin du retour, Richard a montré un bungalow en briques dans une rue bordée d'arbres du quartier du Fan. Porte d'entrée rouge, volet blanc, une balançoire de Porsche immobile dans l'air d'octobre. C'est la maison, a-t-il dit. Celle des photos. Je l'ai regardée par la fenêtre, la maison où j'étais né, la maison dont on m'avait enlevé, et je n'ai pas ressenti la douleur à laquelle je m'attendais. J'ai ressenti quelque chose de plus calme, une sorte de reconnaissance qui s'installe dans le corps plutôt que dans l'esprit. Cette nuit-là, la veille de l'audience, je me suis assise sur le lit de l'hôtel et j'ai écrit dans un carnet que j'avais acheté au CVS de l'autre côté de la rue. Pas un discours, pas un plan, juste une ligne pour moi-même. Quoi qu'il arrive demain, je ne retournerai jamais dans ce débarras. Je ne répondrai plus jamais à un nom qui n'est pas le mien. Je ne serai plus jamais reconnaissante d'être utilisée. J'ai dormi 4 heures. J'ai rêvé d'une porte d'entrée rouge qui s'ouvrait. Tribunal de la famille de Richmond, un mardi matin de fin octobre. Le bâtiment était en briques fédérales anciennes, entrée à colonnes, les sols du couloir répercutant chaque pas comme si le bâtiment voulait que vous sachiez qui arrivait. Je suis arrivé à 8h30 avec Richard à ma gauche et Margaret à ma droite. Derek Simons quelques pas derrière, portant une caisse d'archives. Blazer marine, chemisier blanc, cheveux tirés en un chignon bas. Pas de bijoux. Je n'en possédais pas, mais mes mains étaient stables et mon dos était droit. Gérald est arrivé à 8h40. Costume gris, cravate bordeaux, Donna à son bras dans sa robe Anne Taylor, Meghan traînant derrière dans une tenue trop décontractée pour le tribunal. Son avocat portait un seul dossier. Gérald portait son menton à l'angle d'un homme qui croyait que ce n'était qu'une formalité. Puis il nous a vus. Ses yeux se sont posés sur moi d'abord. Ont enregistré le blazer, la posture, l'absence de la fille qui regardait le sol. Puis ils se sont déplacés vers Richard, puis vers Margaret, puis vers la caisse que Derek posait sur la table du plaignant. Le visage de Gérald ne s'est pas décomposé. Il s'est recalibré. J'avais déjà vu ce regard. Le calcul mental rapide d'un homme qui contrôle toutes les variables réalisant soudain qu'il en a manqué une. La main de Donna s'est resserrée sur son bras. Meghan a sorti son téléphone, puis s'est ravisée et l'a rangé. Gérald et moi nous sommes regardés à travers le couloir. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas baissé les yeux. Le greffier a ouvert les portes de la salle d'audience et a appelé l'affaire. Dans l'affaire de l'adoption de la mineure anciennement connue sous le nom de Hilary Whitford, maintenant désignée Alison Grace Talbot. Nous sommes entrés, les deux parties, par la même porte, dans des mondes différents. Margaret se tenait droite comme j'imaginais qu'un scalpel se tiendrait s'il le pouvait. Droite, précise, réfléchissant la lumière.
Elle s'est adressée à la juge, l'honorable Patricia Dwyer, sans note. Votre honneur, nous sommes ici aujourd'hui pour présenter des preuves que l'adoption de Hilary Whitford, connue ces 18 dernières années sous le nom d'Alison Grace Talbey, a été obtenue par fraude. Spécifiquement, la falsification du consentement d'un parent biologique à la renonciation aux droits parentaux, facilitée par un paiement financier au travailleur social assigné au cas. Elle a présenté les résultats ADN en premier. L'affidavit sous serment du technicien de laboratoire, la chaîne de possession, le nombre 99,998%. La juge Dwyer a examiné le rapport, a ajusté ses lunettes de lecture et l'a mis de côté avec un petit hochement de tête. Puis Margaret a présenté l'analyse graphologique. Le rapport de 46 pages du docteur est la marche condensée à son dernier paragraphe. Il est de mon opinion professionnelle, avec un degré raisonnable de certitude scientifique, que la signature sur la renonciation volontaire aux droits parentaux datée d'octobre 2005 n'a pas été produite par Richard R. Whitford. L'avocat de Gérald s'est levé. Votre honneur, mon client a un décret d'adoption légalement exécuté, approuvé par ce système judiciaire il y a près de 2 décennies. Le requérant tente de rouvrir un litige réglé sur la base de l'opinion d'un expert engagé. Margaret ne s'est pas retournée. Votre honneur, un décret fondé sur une signature falsifiée n'est pas réglé. Il est dissimulé. Nous sommes ici pour le révéler. J'ai entendu Ruth Kessler bouger dans la galerie derrière moi. Un homme que je ne reconnaissais pas. Plus tard, j'apprendrai qu'il était journaliste judiciaire pour le Richmond Times-Dispatch. Il a écrit quelque chose dans un carnet étroit. 2 femmes de l'église de Gérald étaient assises au 2e rang, leur visage tendu par l'inconfort particulier des gens qui regardent une réputation se défaire en temps réel. La juge Dwyer a regardé l'avocat de Gérald par-dessus ses lunettes. Le tribunal entendra la présentation complète du requérant. Continuez, maître Aye. Margaret est passée au dossier financier, et c'est là que l'atmosphère dans la salle a changé. Elle a projeté le résumé des versements du titre 4 sur l'écran de la salle d'audience. Le même document que j'avais sorti d'un sac poubelle 6 mois plus tôt. Mois par mois, année par année, une colonne de chiffres descendant sur la page comme un registre de mon enfance. Monsieur Talbey, a dit Margaret, le juge avait autorisé l'interrogatoire direct. L'État de Virginie a versé à votre ménage $810 par mois en aide à l'adoption pour les soins de l'enfant placé chez vous pendant environ 18 ans. Cela totalise $174 960. Pouvez-vous dire au tribunal comment ces fonds ont été alloués au bien-être de l'enfant? Gérald s'est redressé sur sa chaise. Tout est allé à la fille. Nous l'avons nourrie, habillée, nous lui avons offert un toit. 18 ans de ça, ce n'est pas donné. Margaret a hoché la tête comme si elle s'attendait à cette réponse, ce qui était le cas. Puis elle a appelé Derek Simmons. Derek s'est approché de la barre en portant son rapport comme un homme portant quelque chose de lourd et d'important. Il avait visité la maison des Talbey. Il avait examiné les dossiers. Il a parlé sans inflexion, ce qui rendait chaque fait plus percutant. L'espace de vie de l'enfant était une zone de stockage convertie adjacente au chauffe-eau de la maison, d'environ 5,5 mètres carrés, sans fenêtre extérieure, sans placard. Le matelas présentait une usure visible et des dommages causés par l'eau compatible avec une récupération sur le trottoir. Je n'ai trouvé aucun dossier médical pour l'enfant après l'âge de 14 ans, aucune visite pédiatrique, aucun dossier dentaire, aucune vaccination après la 4e. L'enfant n'avait aucune pièce d'identité délivrée par l'État, aucune carte de sécurité sociale en sa possession, et aucun accès documenté à son propre dossier d'adoption. Il a regardé la juge. Dans mon évaluation professionnelle, votre honneur, les conditions de vie décrites et observées sont compatibles avec la négligence d'enfant, et non avec l'objectif visé par les fonds d'aide à l'adoption. Donna a commencé à pleurer, doucement d'abord, puis plus fort. Le genre de pleurs théâtraux qui attire les regards. Gérald lui a serré la main et a contracté la mâchoire, projetant l'image d'un mari protégeant une épouse fragile contre des accusations injustes. Mais Ruth Kessler était la suivante. Elle a pris la barre vêtue d'un cardigan marine et de chaussures plates, et elle n'a rien joué. J'habite à côté de cette famille depuis 12 ans, a dit Ruth. J'ai vu cette fille tondre leur pelouse, laver leur voiture, étendre le linge dans le jardin pendant que l'autre fille, la biologique, bronzait sur une chaise longue. Je n'ai jamais vu Alison, Hilary, assise à leur table lorsque des invités étaient présents. Et le soir de l'anniversaire de M. Talbey,
je l'ai vu la frapper au visage devant 30 personnes parce qu'elle lui avait offert un cadeau qu'il jugeait indigne de lui. Le silence s'est fait dans la salle, le genre de silence d'une pièce où tout le monde recalcule ce qu'il pensait savoir. Margaret a attendu que Ruth descende, puis s'est retournée vers Gérald. Monsieur Talbot, connaissez-vous un homme du nom de Léonard Grubb? Gérald n'a pas scié. Non. Margaret a produit une photographie imprimée sur papier glacé, datée dans le coin. Deux hommes debout à une table pliante lors d'un événement en plein air. L'un était Gérald, 10 ans plus jeune, en polo, une assiette en carton à la main. L'autre était un homme mince avec des lunettes et un cordon de la DSS de Virginie autour du cou. Ceci a été pris au pique-nique communautaire de la First Baptist Church en juin 2004, a dit Margaret. Un an avant la finalisation de l'adoption. L'homme à côté de vous est Léonard Grubb, le travailleur social assigné au cas de Hilary Whitford. Maintenez-vous toujours que vous ne le connaissez pas. La mâchoire de Gérald a travaillé. Je l'ai peut-être rencontré en passant. Les événements de l'église sont grands. Je ne me souviens pas de tous les visages. Vous vous souvenez assez bien pour lui envoyer $5000. Margaret a placé le relevé bancaire sur le projecteur. Le compte courant personnel de Gérald. 14 octobre 2005. Virement bancaire. Bénéficiaire, Léonard Monsieur Grubb. Pouvez-vous expliquer ce paiement? C'était un don pour l'église. C'était une contribution communautaire acheminée de votre compte personnel directement au compte personnel de Monsieur Grubb, pas au compte de l'église. Gérald s'est tourné vers son avocat, qui étudiait la surface de la table avec l'intensité d'un homme espérant y trouver une issue. Aucune objection n'est venue. J'ai tout donné à cette fille. La voix de Gérald s'est brisée vers le haut, aussi vive qu'une gifle. Il était maintenant debout, une main à plat sur la table. 18 ans, une maison, de la nourriture, et voilà les remerciements que j'obtiens. Un escroc se pointe et soudain, je suis le méchant. Monsieur Talbot. La voix de la juge d'Ouir était basse et finale. Asseyez-vous. Maintenant. Il s'est assis, mais la salle l'avait déjà entendu, le masque se fissurant, le sentiment de droit s'échappant. Dans la galerie, les femmes de l'église fixaient leurs genoux. Le stylo du journaliste judiciaire bougeait plus vite. Margaret s'est tournée vers la juge avec le sang-froid de quelqu'un qui venait de voir son adversaire faire son travail à sa place. Votre honneur, nous aimerions que le tribunal note la caractérisation par Monsieur Talbot de son rôle parental comme quelque chose qu'il a donné et pour lequel il attend un remboursement. Ce n'est pas de la parentalité. C'est une transaction. Margaret m'a regardé. Je lui avais dit la veille au soir, je veux parler. Non pas parce que l'affaire en avait besoin. Les documents suffisaient. Mais parce que j'étais restée silencieuse pendant 21 ans, et que certaines choses doivent être dites par la personne qui les a vécues. Votre honneur, la fille du requérant aimerait s'adresser au tribunal, si cela est permis. La juge d'Ouir a hoché la tête. Vous pouvez procéder. Je me suis levé, blazer marine, chemisier blanc, les mains le long du corps. J'ai regardé la juge, pas Gérald, parce que ce n'était pas pour lui. Votre honneur, je ne suis pas ici pour me venger. Le mot a flotté dans l'air un instant et je l'ai laissé faire. Je suis ici parce que pendant 21 ans, je n'ai pas su qui j'étais. Je ne connaissais pas mon propre nom. Je ne connaissais pas le visage de ma mère. Je ne savais pas que quelqu'un me cherchait, ni que les papiers qui m'ont mise dans cette maison étaient basés sur une signature falsifiée. J'ai fait une pause, j'ai respiré. Monsieur Talbot a dit qu'il m'avait tout donné. Voici à quoi ressemblait ce tout. Un placard de rangement sans fenêtre. Un matelas trouvé sur le trottoir. Pas de visite chez le médecin après 14 ans, pas de pièce d'identité, pas de certificat de naissance. Je ne connaissais pas mon propre numéro de sécurité sociale jusqu'à il y a 2 semaines. J'ai travaillé dans cette maison depuis l'âge de 8 ans, à cuisiner, nettoyer, faire la lessive. Et on me disait chaque jour que je devais être reconnaissante pour ça, que sans eux, je n'étais rien. Ma voix n'a pas flanché. J'avais décidé qu'elle ne le ferait pas. Il m'a giflé à sa fête d'anniversaire parce que je lui avais offert un portefeuille pour lequel j'avais économisé pendant 3 mois. Mais la vérité, c'est qu'il m'a giflé parce que je ne voulais pas signer un papier lui donnant un contrôle continu sur ma vie. C'est ce que j'étais pour lui. Pas une fille, un poste budgétaire. J'ai regardé la juge.
Je ne demande pas à ce tribunal de punir Gérald Talbet. Je demande à ce tribunal de dire la vérité, parce que je mérite au moins ça. Chaque enfant dans le système mérite ça. Je me suis assise. La salle était silencieuse. Ruth Kessler pleurait doucement, de vraies larmes. Le journaliste judiciaire avait arrêté d'écrire et me regardait simplement. Richard était assis parfaitement immobile, les mains croisées sur la table, mais je pouvais voir ses jointures blanches. Quand je me suis levé dans cette salle d'audience, je me souviens avoir pensé, pourquoi m'a-t-il fallu 21 ans pour dire quelque chose de si simple? Avez-vous déjà gardé quelque chose en vous si longtemps que lorsque vous le dites enfin à voix haute, vous êtes étonné que ce ne soit que quelques phrases, que tout ce poids puisse tenir en si peu de mots? Si vous savez ce que c'est, dites-le moi dans les commentaires, car je pense que c'est le genre de choses que l'on ne peut pas expliquer à quelqu'un qui ne l'a pas porté. Ce qui s'est passé ensuite, personne ne s'y attendait. Surtout pas Gérald. Donna s'est levée. Pas de la barre des témoins. Elle n'avait pas été appelée. Elle s'est levée du banc des défendeurs, a lissé le devant de sa robe Anne Taylor comme elle lissait tout et a dit d'une voix qui tremblait comme un fil sur le point de se rompre, « Votre honneur, j'ai quelque chose à dire. » Gérald lui a attrapé le poignet. « Donna, assieds-toi. » Elle s'est dégagée. C'était la première fois que je la voyais se dégager de quoi que ce soit. « J'ai signé le chèque, » a dit Donna. Son mascara coulait déjà, mais ce n'étaient pas les pleurs théâtraux de tout à l'heure. C'était différent. Brut, laid, le genre qui ne se soucie pas du public. 5 000 $ à Léonard Grube. Gérald m'a dit que c'était pour accélérer le processus d'adoption. J'ai signé le chèque de notre compte joint, et je savais. Je savais ce que ça signifiait. L'avocat de Gérald a mis sa tête dans ses mains. Gérald est devenu rouge de la tête aux pieds, un cramoisi profond et marbré que je n'avais jamais vu sur lui. Elle ment, a dit Gérald. Elle est confuse. Elle essaie de se protéger. J'essaie de me protéger. La voix de Donna s'est brisée, aiguë et désespérée. Parce que je te protège depuis 18 ans et je ne peux plus le faire. Je t'ai vu frapper cette fille. Je t'ai vu la faire travailler comme une bête de somme. Et je n'ai rien dit parce que j'avais peur de toi, Gérald. J'avais peur de ça, exactement. La juge Douir l'a laissé finir. La salle était si silencieuse que je pouvais entendre le bourdonnement des néons au-dessus de nous. Megan était assise, figée dans la galerie, le téléphone sur ses genoux, la bouche ouverte. Monsieur Talbet, a dit la juge, et sa voix portait le poids de quelqu'un qui avait beaucoup vu et était encore capable d'être consterné. Une autre interruption, et je vous placerai en état d'outrage à magistrat. Gérald est resté immobile comme une pierre, et pour la première fois de ma vie, je l'ai vu avoir l'air effrayé. La juge Douir a pris 12 minutes pour examiner les derniers documents. 12 minutes. Je le sais parce que j'ai regardé l'horloge sur le mur de la salle, le vieux modèle analogique avec une trotteuse qui tique au lieu de glisser, et j'ai compté chaque rotation. Quand elle a levé les yeux, elle ne s'est pas adressée à Gérald en premier. Elle s'est adressée à moi. Mademoiselle Whitford. Et j'utiliserai ce nom maintenant, car les preuves devant ce tribunal l'exigent. Le tribunal a examiné la requête, l'analyse graphologique, les dossiers financiers, le témoignage du travailleur social et du témoin voisin, les résultats ADN. Et la déclaration faite volontairement par Madame Talbet. Elle a enlevé ses lunettes. Les preuves sont sans ambiguïté. La renonciation volontaire aux droits parentaux déposée en octobre 2005 porte une signature qui a été déterminée par une analyse forensique certifiée comme étant frauduleuse. Le père biologique, Richard Whitford, n'a jamais consenti à la cessation de ses droits parentaux. L'adoption qui a suivi a donc été construite sur une base de falsification et, sur la base des preuves financières présentées, facilitée par un paiement direct au travailleur social assigné au cas. Elle s'est tournée vers Gérald. Il était assis, le dos raide, la cravate toujours nouée, les mains à plat sur la table, un homme gardant la posture de l'autorité tandis que l'autorité s'échappait de lui. Il est de la décision de ce tribunal que l'adoption de Hilary Whitford, désignée Alison Grace Talbet, est déclarée nulle ab initio. L'adoption est annulée dans son intégralité. Gérald n'a pas bougé. De plus, le tribunal ordonne à Gérald et Donna Talbet de restituer intégralement tous les fonds d'aide à l'adoption titre 4 reçus, totalisant 174 960 $, au Commonwealth de Virginie. Donna a laissé échapper un son qui n'était pas tout à fait un mot. Enfin,
ce tribunal renvoie l'affaire au bureau du procureur du comté de Henrico pour enquête sur d'éventuelles charges criminelles, y compris, mais sans s'illimiter, le faux en écriture en violation de la section 18.2 à 172 du Code de Virginie. La fraude en lien avec l'aide publique et la négligence d'enfants en vertu de la section 18.2 à 371.1. La juge a posé ses papiers. Le nom légal de l'enfant est rétabli en Hilary Whitford, avec effet immédiat. L'audience est levée. Le marteau est tombé, et le son, ce seul coup de bois, a été la chose la plus forte que j'ai jamais entendue de ma vie. Plus fort que la gifle, plus fort que 18 ans de silence. C'était comme le bruit d'une serrure qui s'ouvre. Dans la galerie, Ruth Kessler a pressé ses deux mains sur sa bouche. Les femmes de l'église étaient déjà debout, ramassant leurs sacs, sans se regarder. Le journaliste judiciaire a fermé son carnet et m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Quelque chose entre le respect et la tristesse. Gérald est resté immobile. Son avocat remballait déjà ses affaires. Et pour la première fois, j'ai réalisé que l'homme que Gérald avait engagé pour le défendre ne pouvait pas sortir de cette pièce assez vite. Le couloir à l'extérieur de la salle d'audience sentait la cire et la chaleur des vieux radiateurs. Je marchais vers la sortie avec Richard d'un côté et Margaret de l'autre quand j'ai entendu les talons. Rapide, irrégulier, le son de quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se dépêcher avec des chaussures qui ne sont pas faites pour ça. Attends. Megan. Son maquillage était ruiné. Le mascara avait coulé sur ses deux joues. Le fond de teint était inégal là où elle l'avait essuyé. Elle avait l'air plus petite que je ne l'avais jamais vue, ce qui était étrange car elle avait toujours pris tant de place. Je ne savais pas, a-t-elle dit. Elle respirait fort, comme si elle avait couru ou essayé de ne pas le faire. Pour l'argent, la subvention. Je pensais que maman et papa payaient mes études avec le salaire de papa. Je ne savais pas que c'était. Elle s'est arrêtée. Elle ne pouvait pas finir la phrase et je comprenais pourquoi. La phrase se terminait par « ton argent » et le dire à voix haute le rendrait réel d'une manière pour laquelle elle n'était pas prête. Je l'ai regardée. La fille qui avait eu l'Apple Watch, la Toyota Camry, le lit queen size, les cheveux méchés, la carte de crédit qui n'était jamais refusée, la fille qui avait ri quand Gérald m'avait frappé et l'avait filmé sur son téléphone. La fille qui avait demandé si elle pouvait transformer mon placard en rangement pour ses chaussures. Une partie de moi voulait crier. Une partie de moi voulait partir sans un mot. Mais ce que je ressentais, debout dans ce couloir de tribunal, avec mon nom légal rétabli et mon vrai père à mes côtés, ce n'était pas de la rage. C'était de la clarté. J'espère que tu découvriras qui tu es sans son argent, Megan, ai-je dit. Je l'espère vraiment. Mais c'est ton chemin, pas le mien. Elle a hoché la tête une fois, et j'ai vu quelque chose passer sur son visage. Pas de la culpabilité, pas exactement, mais le début de la culpabilité, la fissure capillaire avant la rupture. Margaret a légèrement touché mon bras. Richard tenait la porte ouverte. J'ai marché vers eux et je ne me suis pas retourné. Pas parce que j'étais en colère, mais parce que pour la première fois, j'avais un endroit vers lequel marcher au lieu de simplement m'en éloigner. Gérald se tenait au bas des marches du palais de justice. Il avait l'air diminué. Pas physiquement. C'était toujours un homme grand, toujours large d'épaules, mais quelque chose de structurel avait cédé. Sa cravate était desserrée. Sa veste de costume était déboutonnée. Donna était assise dans leur buick au bord du trottoir, le front contre le volant, le moteur en marche. J'étais à mi-chemin des marches quand il l'a dit. Le nom qu'il m'avait assigné il y a 21 ans, le nom qu'un juge venait de rayer du registre. Allison. Je me suis arrêté, je me suis retourné. Il m'a regardé comme il l'avait toujours fait, comme si j'étais quelque chose qu'il possédait et dont il ne pouvait pas tout à fait déterminer la valeur. Mais maintenant, il y avait autre chose en dessous. Quelque chose qui aurait pu être de la peur, si Gérald Talbot était le genre d'homme à admettre avoir peur. Après tout ce que j'ai fait pour toi, a-t-il dit, après 18 ans sous mon toit, c'est comme ça que tu me rembourses? Je me tenais sur les marches, dans mon blazer marine, avec la lumière du soleil d'octobre sur mes épaules. Et j'ai ressenti pour la première fois tout le poids de ce qu'il venait de dire. Pas de la colère, de la reconnaissance. Parce que même maintenant, même avec la décision du juge qui résonnait encore dans l'air, même avec un rapport d'expert prouvant qu'il avait falsifié la signature d'un homme pour voler la fille de cet homme,
Gérald Talbot croyait qu'on lui devait quelque chose. Je m'appelle Hilary, ai-je dit. Et vous n'avez rien fait pour moi. Vous avez tout fait à moi. Et maintenant, c'est fini. Je me suis retourné et j'ai descendu les dernières marches. Richard attendait près de l'escalade, la porte ouverte. Il n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Il a juste tenu la porte comme on tient une porte pour quelqu'un qu'on a attendu 18 ans pour lui tenir la porte. Je suis monté, la porte s'est fermée, et la dernière chose que j'ai vue à travers la vitre teintée, c'était Gérald Talbot, debout seul sur les marches du palais de justice, sa veste de costume ouverte, regardant son investissement s'éloigner. 6 mois plus tard. C'est là que j'en suis maintenant. J'habite à Richmond, pas dans la maison du quartier du Fan avec la porte rouge, bien que Richard me l'ait offerte. J'ai un appartement près de Grey Street, un studio avec de hautes fenêtres qui laissent entrer tellement de lumière le matin que je reste parfois là 1 minute avant de commencer ma journée. Les fenêtres étaient la première chose que j'ai cherchée quand j'ai cherché un appartement. J'ai passé 18 ans dans une pièce sans fenêtre. Maintenant, j'ai besoin de voir le ciel quand je me réveille. J'étudie pour mon GED. Je suis également inscrite au programme culinaire du Reynolds Community College, ce qui est ironique, je sais. Gérald m'a fait cuisiner tous les repas pendant 18 ans et maintenant, je le choisis. Mais c'est la différence, n'est-ce pas? Entre quelque chose qui vous est fait et quelque chose que vous décidez de faire. Les ingrédients sont les mêmes. Le sens est complètement différent. Richard et moi dînons tous les dimanches au bungalow. Il n'est pas un grand cuisinier. Sa spécialité est le saumon trop cuit et le pain à l'ail légèrement brûlé, mais il le prépare lui-même. Et il met la table pour 2. Et il me demande comment s'est passée ma semaine et écoute la réponse. Nous ne sommes pas parfaits. Il y a des silences gênants. Il y a des moments où aucun de nous ne sait quoi dire parce qu'on ne peut pas récupérer 18 années volées autour d'un saumon. Mais il est là, tous les dimanches, sans faute. Quant au Talbot, Gérald et Donna attendent leur procès. Faux en écriture, fraude, négligence d'enfant. La maison du comté de Henrico est sous une 2e hypothèque pour couvrir le paiement de la restitution. On a demandé à Gérald de démissionner de son poste au conseil des diacres de la First Baptist. Il n'est pas parti discrètement. Donna, qui a coopéré avec l'enquête, pourrait bénéficier d'une réduction de peine. Megan a déménagé chez une tante à Fredericksburg et a trouvé un travail dans un magasin de détail. Le premier emploi qu'elle ait jamais eu. Je vais en thérapie tous les jeudis. Une femme nommée Dr Torres, qui a un petit bureau avec une plante et ne me dit pas comment me sentir. Elle pose juste des questions et me laisse trouver mes propres réponses, ce qui, après 21 ans à me faire dire quoi penser, c'est comme apprendre une nouvelle langue. La guérison ne se fait pas du jour au lendemain. Certains matins, je me réveille encore à 5 heures avec le cœur qui bat la chamade, cataloguant déjà mentalement des corvées qui n'existent plus. Mais ensuite, j'ouvre les rideaux, il y a le ciel, et je me souviens où je suis. Je veux être clair sur quelque chose avant de partir. Cette histoire n'est pas une histoire de vengeance. Je sais que ça pourrait y ressembler. Le tribunal, la décision, l'ordre de restitution, les charges pénales. Mais la vengeance signifierait que je voulais que Gérald souffre comme j'ai souffert, et ce n'est pas le cas. Je veux qu'il soit tenu pour responsable. Ce sont 2 choses différentes. La vengeance est un feu que vous allumez en espérant qu'il brûle quelqu'un d'autre. La responsabilité, c'est juste allumer les lumières pour que tout le monde puisse voir ce qui était déjà là. Si vous êtes dans une famille où vous êtes toléré au lieu d'être aimé, où votre présence est subie, pas appréciée, où on vous a appris que la gratitude signifie le silence et que l'obéissance signifie la survie, je veux que vous entendiez ceci, vous n'êtes pas le problème. Vous n'avez jamais été le problème. Les gens qui vous ont fait sentir comme un fardeau portaient leur propre dette et ils ont mis le poids sur vous parce que vous étiez assez petit pour l'accepter. Vous méritez de connaître votre propre nom. La famille, ce ne sont pas des papiers. Ce n'est pas un décret de tribunal ou un dossier d'adoption ou une signature, falsifiée ou non. La famille, c'est la personne qui s'assoit avec vous pendant que vous réapprenez à faire confiance. La personne qui dit, bien sûr, quand vous demandez des preuves au lieu de la foi. La personne qui tient la porte et ne vous demande pas d'en être reconnaissant. Dimanche dernier, Richard et moi étions assis sur le porche du bungalow dans la rue du Fan District. Celui avec la porte rouge. Il buvait du café. Je lisais.
Aucun de nous ne parlait et c'était le silence le plus confortable que j'ai jamais connu. À un moment donné, il a regardé et a dit, « Je suis content que tu sois là. » Et j'ai dit, « Moi aussi. » Je m'appelle Hilary Whitford et pour la première fois de ma vie, je sais exactement qui je suis. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a fait ressentir quelque chose, de la colère, du soulagement, de la reconnaissance, ou simplement la compréhension tranquille que vous avez aussi été dans une pièce comme celle-là, écrivez-le dans les commentaires. Je les lis tous.